Je sais qu'il était tard, on a dit la Régine a disparu, la Régine a disparu. Hein. Ils ont sonné les cloches pour demander aux hommes de bien vouloir chercher et tout. J'y suis allé, quoi. Un drame de cette ampleur, on le connaît quand même assez rarement. Jusqu'alors, on n'avait pas connu. Quand je marchais avec un ami séminariste, hein, on entendait les gens hurler « Salaud, curé du Ruf !» C'était fréquent. Et beaucoup de gens ne pensaient pas qu'ils disent « Ah oui, avec les jeunes filles, il a des attitudes un peu trop libres, mais enfin, bon, il est comme ça. » À 2h30, le corps horriblement mutilé de la jeune fille était découvert et l'enfant qu'elle allait mettre au monde avait été mutilé avec un sadisme révoltant. C'était pas la première qui était victime de lui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire du curé du Ruf, une histoire française assez ancienne qui s'est déroulée dans les années 50. C'est un cas qui a choqué la France tout entière et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 3 décembre 1956 à Uruf, un petit village situé en Meurthe-et-Moselle. La famille Faïs, déjà attablée pour le repas du soir, guette anxieusement la porte d'entrée. Régine, 19 ans, est partie faire des commissions à l'épicerie du village vers 17h, mais elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Ils sont inquiets. La jeune femme est enceinte de 8 mois et elle est sur le point d'accoucher. La nuit tombe et l'inquiétude des parents de Régine grandit. Est-ce qu'elle a pu avoir un malaise? Est-ce qu'elle a dû se rendre en urgence à la clinique à cause du bébé? Et puis il faut dire aussi que depuis quelque temps, leur fille semblait s'être renfermée sur elle-même. Elle qui est d'habitude d'un naturel enjoué semblait très mélancolique et cette fragilité leur fait envisager qu'elle aurait pu commettre l'irréparable. Les parents de Régine décident donc de prévenir le maire du Ruf qui contacte immédiatement le curé du village, Guy Desnoyers. Même s'il dîne chez son frère ce soir-là, à environ 35 km du Ruf, il rentre précipitamment et sonne le tocsin de son église pour alerter tout le village. Il fait nuit, mais tous les habitants se retrouvent sur la place centrale pour organiser les recherches. Mais malgré tous leurs efforts, les heures passent et Régine reste introuvable. Aux alentours de 2h du matin, Guy Desnoyers, qui est un des rares à posséder un véhicule dans le village, propose de sillonner les routes à l'aide de sa 4 chevaux. Il prend la direction du chemin de Pagny-la-Blanche-Côte, un village voisin du Ruf. Alors qu'il remonte la route étroite, son attention est attirée par quelque chose en bord de route. Il coupe le moteur, descend du véhicule, s'approche et là, c'est une véritable scène d'horreur qui s'étale sous ses yeux. Le cadavre de Régine gît là, dans un fossé, avec à côté d'elle, le petit corps sans vie de son bébé. Le ventre de Régine présente une profonde entaille et sa petite fille est elle-même atrocement mutilée. Les officiers de la brigade mobile de Nancy arrivent très rapidement sur les lieux et font leur première constatation. Régine Faïs semble avoir été tuée d'une balle dans la nuque et éventrée à l'aide d'un couteau avant d'être poussée dans un fossé. Pour les enquêteurs, il est clair que le coupable a maladroitement tenté de faire une césarienne pour sortir l'enfant qu'elle portait. Et cette petite fille, elle, a été victime d'un acharnement cruel. Son visage a été profondément lacéré à coups de couteau. Un peu à l'écart de la scène, le curé du Ruf récite doucement l'office des morts et déclare que l'auteur de cette abomination mérite le pire des châtiments. Quand les habitants du village apprennent la violence de ce double homicide, c'est le choc, puis l'incompréhension.
on se demande qui pourrait en vouloir à cette jeune fille, appréciée de tous, qui serait assez cruelle pour mutiler une mère et son bébé d'une manière aussi sadique. Régine Faïs, c'est un petit peu l'enfant du pays. Elle a 19 ans, elle travaille à la verrerie de Vannes, comme son père, et habite avec ses parents et ses frères et sœurs. Même si c'est une jeune femme douce, elle est aussi connue pour son caractère affirmé. Elle ne se laisse pas faire et elle sait ce qu'elle veut. Mais un jour, un événement inattendu fait basculer le quotidien sans histoire de la famille Faïs. Régine est enceinte. Malgré l'insistance de ses parents, elle refuse de révéler l'identité du père. Il s'agirait d'un homme peu fréquentable, rencontré lors d'une fête de village, qui est depuis parti faire la guerre en Algérie. Ses parents se montrent compréhensifs et finissent par accepter la situation, et tout le monde se prépare à l'arrivée de cet enfant. Mais cette histoire, elle convainc pas les habitants du village, qui parlent beaucoup entre eux de l'identité du géniteur. Ils le savent, le père de l'enfant de Régine n'est autre que Guy Desnoyers, le curé du village. Bah oui, les parents de Régine l'accueillent chez eux régulièrement, et il n'est pas rare qu'ils mettent une assiette en plus sur la table, juste au cas où. Et c'est d'ailleurs durant l'un de ces repas que Régine et Guy Desnoyers auraient eu leur premier rapport sexuel. Mais leur liaison clandestine aurait débuté bien avant. Régine Faïs faisait en effet partie de la troupe de théâtre créée par Guy Desnoyers, une des rares activités disponibles dans cette petite commune et qui réunissait la plupart des jeunes du RUF. C'est donc dans ce contexte que Régine Faïs et Guy Desnoyers se rapprochent et finissent par devenir amants. Alors forcément, tous les soupçons vont se tourner vers le curé, qui prétend d'abord savoir qui est l'auteur du crime, mais être tenu par le secret de la confession. Mais quand les gendarmes se rendent chez lui pour le questionner sur l'identité de ce tueur, ils aperçoivent un revolver sur son bureau. Or ils le savent, on a tiré à 3 reprises sur la jeune Régine. Ils interpellent donc Guy Desnoyers, qui finit par avouer son crime après 48 heures de garde à vue. Pour les villageois, c'est le choc. Certes, Guy Desnoyers avait une certaine réputation et ses agissements étaient connus de tous, mais de là à commettre un crime aussi barbare... En se penchant sur son passé, les enquêteurs découvrent que le curé entretenait en fait des liaisons avec de nombreuses femmes et que une jeune femme était même déjà tombée enceinte de lui. Elle s'appelle Michèle Léonard, elle avait 15 ans au moment des faits et elle avait été convaincue par Guy Desnoyers d'accoucher dans le secret dans le département de l'Ain, puis d'abandonner ce qu'il a lui-même qualifié comme l'enfant du péché. Et donc, quelques temps plus tard, lorsqu'il apprend la grossesse de Régine, il compte bien faire la même chose. Sauf que la jeune femme refuse. Il est hors de question qu'elle avorte ou qu'elle abandonne son enfant. Elle dit qu'elle l'élèvera seule s'il le faut, mais elle veut absolument garder ce bébé. Alors le curé panique. Et si cet enfant lui ressemblait? Et si cette grossesse arrivait aux oreilles de l'évêque de Nancy? Il faut dire qu'il l'a déjà convoqué, suite aux rumeurs qui courent dans le village, et Desnoyers sait que même s'il a réussi à se défendre et à nier ces horribles calomnies une première fois, il n'aura sûrement pas la même chance une deuxième fois. Donc vous le comprenez, c'est suite au refus répété de Régine d'abandonner cet enfant que Guy Desnoyers met en place son plan macabre. Pour lui, la seule manière de sauver son honneur, c'est de se débarrasser de son amante embarrassante et du fruit de leur péché. Et voilà l'origine du mal, si j'ose dire. Il voulait faire la même chose pour Régine Faïs. Guy Desnoyers donne donc rendez-vous à Régine ce fameux 3 décembre 1956 à 18h. Il prévoit de se retrouver à l'entrée du village, près du calvaire, un symbole quand même assez intéressant quand on connaît la suite de l'histoire. Régine, qui est ravie de passer du temps avec l'homme qu'elle aime, attend impatiemment la voiture de Guy Desnoyers, mais lorsqu'elle monte à l'intérieur, le curé semble particulièrement stressé et ne dit pas un mot. Régine trouve ça assez bizarre, ça ressemble pas au comportement habituel de son amant. Il lui propose même à 2 reprises de lui donner l'absolution, ce qu'elle trouve étrange et refuse. Et puis, profitant du fait qu'il soit arrêté dans un bosquet, la jeune femme, qui a probablement une sorte d'intuition, sort précipitamment du véhicule. Mais elle est de dos et ne voit pas le curé qui la suit, un revolver à la main. Il tire sur la jeune femme à 3 reprises, elle s'effondre, touchée à la nuque. Pour en apprendre un peu plus sur le déroulé du meurtre, les enquêteurs organisent une reconstitution le 6 décembre 1956.
Guy Desnoyers retourne sur la scène de crime, accompagné par des enquêteurs. Il est calme et reproduit parfaitement les actions ayant conduit à la mort de Régine Faïs et de leur enfant. Il donne plus de détails sur cette fameuse soirée et explique qu'il commence par couvrir le corps de sa victime avant d'allumer les phares de sa 4 chevaux pour mettre la suite de son plan à exécution. Il avait au préalable cherché comment pratiquer une césarienne et c'est précisément ce qu'il va faire. Lorsqu'il sort la petite fille du ventre de sa mère, il la baptise pour la sauver des limbes, puis il explique qu'il décide de défigurer le nourrisson pour éviter qu'on remarque une éventuelle ressemblance avec lui. Et donc les gendarmes médusés l'observent reproduire les gestes affreux sur un poupon à qui il fait mine de taillader le visage à l'aide d'une lame. Au même moment, tout le village est réuni dans l'église pour la cérémonie d'adieu à Régine Faïs et à son enfant. L'église est pleine, l'ambiance est lourde et certains villageois sont même pris de malaise et sont obligés de sortir prendre l'air. La messe funèbre est célébrée par l'archidiacre de Toul qui a la tâche difficile de trouver les mots pour apaiser les paroissiens qui font plus confiance aux membres du clergé. C'est donc la voix tremblante qu'il déclare. « Nous sommes prêtres et c'est l'un d'entre nous qui vous a fait souffrir. Mais vous savez bien que nous ne sommes pas tous des assassins. Vous savez bien qu'il fut un prêtre indigne. Nous ne le sommes pas tous. » Régine et son enfant sont enterrés dans le même cercueil. La petite a été baptisée Marilyn et a été placée tout contre la poitrine de sa mère. Sur leur tombe, on peut lire l'épitaphe « Ici repose Faïs Régine, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse Guy Desnoyers à l'âge de 19 ans. » Bon, je crois qu'il est temps que je vous parle en détail de la vie de Guy Desnoyers. Guy Marie-Louis-Henri Desnoyers est né le 24 février 1920 à Applemont en Meurthe-et-Moselle. Sa famille était paysanne, mais paysanne plutôt aisée, et surtout très croyante et très pratiquante, bien sûr. Guy a une sœur qui est décrite dans ses biographies comme handicapée, sans plus de précision, si c'était plutôt cognitif, moteur ou les deux. J'en parle ici rapidement parce que je reviendrai sur cette info plus tard. Très vite, les parents de Guy Desnoyers, sous l'impulsion de la grand-mère maternelle, qui était, si j'ai bien compris, la matriarche de la famille, le destinent à la prêtrise, c'est-à-dire à devenir prêtre. Donc il faut bien comprendre que Guy, à ce moment-là, c'est un enfant, et très clairement, c'est pas son choix. C'est un métier, et même au-delà de ça, tout un mode de vie qui lui est directement imposé. Il est envoyé au petit séminaire de Beaucerville, c'est-à-dire un établissement d'enseignement qu'on pourrait comparer au collège, lycée, mais avec de l'enseignement religieux. Donc c'était pas laïque et c'était très souvent là où les enfants des milieux ruraux plutôt bourgeois étaient généralement envoyés. Ce sont aussi des endroits où l'éducation est dispensée de façon stricte. Par exemple, les élèves vont à la messe tous les matins et c'est pas franchement facile pour des garçons qui ont à peine 13 ans. Après le petit séminaire, Guy Desnoyers interrompt ses études de théologie pour effectuer son service militaire. Il passera au 159e RIA. Peu de temps après éclate la Seconde Guerre mondiale. Guy est alors un jeune homme dans la vingtaine. Il est réquisitionné pour travailler dans une usine sous direction allemande, mais on ne peut pas dire qu'il collabore réellement, au contraire, puisqu'il apporte aussi son aide à des prisonniers évadés. C'est aussi à cette époque qu'il aurait fait une rencontre avec une jeune femme. Pour elle, il aurait même envisagé, dit-on, de renoncer à devenir prêtre, mais elle-même était, selon ce qui a été raconté, très pieuse, et elle aurait décidé de rompre plutôt que de le détourner de cet avenir. Alors, après la guerre, et toujours poussé par ses parents et sa famille, Guy Desnoyers poursuit ensuite au grand séminaire de Villers-lès-Nancy, j'espère que je le prononce correctement, et qui est là un peu plus un établissement d'études supérieures de théologie, vraiment tourné pour la formation des prêtres. Sauf que pendant tout ce parcours scolaire, Desnoyers ne montre pas réellement une volonté qui lui est propre à devenir prêtre.
Les enseignants disent qu'en gros, c'est un bon gamin, il est pas un mauvais élève, mais les études, c'est pas non plus ce qui le passionne. Par contre, ce que tout le monde remarque, prof comme camarade, c'est que Guy, il est quand même vachement intéressé par les femmes et il s'est carrément fait une réputation de Don Juan. Bref, il est évident que la prêtrise, c'est pas une vocation pour Guy. Malgré tout, Guy Desnoyers est ordonné prêtre le 29 juin 1946. Il a 26 ans. Il commence dans la foulée sa première cure à Blamont en tant que vicaire, c'est-à-dire l'assistant du curé. Et très vite, il est qualifié de prêtre moderne puisqu'il est visiblement plus intéressé par le basketball et le football que par les enseignements religieux. C'est aussi à Blamont que Guy rencontre Madeleine. Madeleine, elle a 16 ans et c'est avec elle que le jeune prêtre va perdre sa virginité. Ils la perdent ensemble, alors que Desnoyers rendait visite à sa famille pour, très probablement, une quelconque raison religieuse. De ce que j'en ai compris, c'était vraiment juste une relation sexuelle, pas amoureuse, en tout cas du côté de Guy, et ils se font cramer par son supérieur, l'abbé Klein. Résultat, Desnoyers va être déplacé de cure, on va l'envoyer un petit peu plus loin, histoire de le décourager. Alors spoiler, ça ne va pas du tout fonctionner puisque Guy Desnoyers et Madeleine vont continuer à entretenir une liaison charnelle pendant 10 ans, soit jusqu'à son arrestation en fait. Pourtant, pendant tout ce temps, Madeleine, de son côté, elle va se marier. C'est d'ailleurs Guy Desnoyers qui se charge de la cérémonie et du discours, mais voilà, je pense que ça vous donne déjà un petit aperçu du personnage et de sa moralité. Bref, en tout cas, après Blamont, le prêtre est envoyé à Rehon. Là-bas, assez vite après son arrivée, des rumeurs se mettent à circuler dans le village. On dit de Desnoyers qu'il a fait de nouvelles conquêtes, et notamment une femme qui ne sera jamais nommée, mais dont l'histoire vaut la peine que je rentre un petit peu dans le détail. En gros, on raconte qu'une nuit, Desnoyers a été appelé pour administrer les derniers sacrements à un homme mourant, père de 4 enfants. Et puis, quelques minutes à peine après l'extrême-onction et le dernier souffle du pauvre homme, Desnoyers et la veuve éplorée boivent quelques verres de vin, puis couchent ensemble. Bon, est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses se sont passées, ou est-ce que l'histoire n'a pas été un petit peu amplifiée et déformée avec le temps ? Toujours est-il que, encore une fois, ce qu'on peut dire, c'est que Desnoyers met la main sur une femme en état de vulnérabilité. La première, Madeleine, c'était une ado de 16 ans, complètement soumise à l'autorité d'un homme de 10 ans de plus qu'elle, et prêtre, qui plus est. Et là, on a une femme dans la cinquantaine qui vient de perdre son mari et qui se retrouve veuve avec ses 4 enfants. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du prédateur, même si à l'époque, ça n'a pas spécialement été pointé du doigt. La relation avec cette veuve va aussi s'étendre dans la durée, comme pour Madeleine. Guy Desnoyers va continuer à la voir presque jusqu'au moment de son arrestation. Comme en fait presque toutes les femmes avec qui il a des relations sexuelles, c'est purement des actes physiques ponctuels, il n'y a aucun semblant de relation, c'est pas amoureux, il n'y a pas de tendresse. Je vais parler de manière très crue, mais en gros c'est je te soulève sur un coin de table et en 1 minute 30 c'est plié, je m'en vais. Voilà, comme ça, c'est dit une bonne fois pour toutes et j'arrêterai de tourner autour du pot. La veuve quinquagénaire va également donner pas mal d'argent à Desnoyers puisque elle était riche, très visiblement. Ça va commencer par un généreux don de 50 000 francs pour refaire la toiture de l'église, puis 150 000 francs pour que le prêtre puisse s'acheter une voiture, la fameuse 4 chevaux, alors que c'était vraiment pas courant d'avoir une voiture dans ces années-là. En juillet 1950, Guy Desnoyers change à nouveau de cure. Cette fois, il arrive dans le village d'Uruf et il n'est plus vicaire, il est désormais le curé de la paroisse. Il n'est donc plus surveillé par des supérieurs. Et là, le paradoxe continue. Les prêtres qui connaissent Desnoyers le décrivent comme un homme dévoué, attentif, qui fait tout pour aider ses paroissiens, toujours prêt à rendre service. Et d'un côté, c'est vrai, parce qu'il est vraiment hyper impliqué dans la vie quotidienne et collective d'Uruf. C'est bien simple, on dirait qu'il a toutes les casquettes. Il vient dépanner de ci, de là, il fait les premiers soins pour les bobos, il crée des animations, il ramène le cinéma, le théâtre, les chorales, le sport. Bref, il est apprécié par tous les villageois qui lui vouent une confiance aveugle. Il nous emmenait n'importe où, il était... Ah oui, franchement, il dit tout le temps oui, il dit toujours oui.
En plus, on le voit comme cet homme de Dieu, à la fois inébranlable, c'est le dépositaire de l'autorité divine, donc vraiment personne ne s'oppose à lui, évidemment. Tous les prêtres qui l'ont connu ont dit n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui était aussi attentif à la vie des gens, rendant service au prix de sa fatigue. On m'a raconté 30 anecdotes. Hein. Et puis en même temps, quelqu'un qui avait une foi réelle. Sauf que les pulsions de Desnoyers, vous vous en doutez, elles ne se calment pas et elles se tournent vers qui? Je vous l'ai dit, les femmes vulnérables. Et notamment les femmes très jeunes, des filles en fait mineures, pas seulement pour l'époque, genre juste en dessous des 21 ans. Hein. Non, on parle de bien plus jeunes que ça. Bien sûr, à l'époque, on ne parlait pas de pédophilie, mais clairement, on est en plein dedans. Depuis l'arrivée du curé Desnoyers à Uruf, il n'est pas rare que des jeunes filles rentrent tard chez elles après avoir été lui rendre visite. Aucune d'entre elles ne sera par la suite nommée par toutes les personnes impliquées dans cette affaire, en fait. Que ce soit durant l'enquête, lors du procès, tout a été étouffé par des personnes qui disaient vouloir préserver la pudeur. Donc on ne sait pas leur nombre, on ne sait pas les âges qu'elles avaient exactement non plus. Les gens disaient à leur fille, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Ben oui, je me suis curé parce que à la fin on finit par se poser des questions. Hein. Mais ce qu'a déclaré le commissaire de police en tout cas, c'est que les victimes, parce que oui clairement ce sont des victimes de viol, étaient nombreuses, qu'elles avaient entre 13 et 20 ans, et que le curé se serait livré à des jeux qui relèvent de la plus vulgaire lubricité. Et ça, vous vous imaginez bien que c'est pas passé inaperçu. Tout le monde à Uruf a des doutes, commence à se poser des questions, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. La France des années 50 est très catholique, les hommes d'église sont respectés, ils ont un statut social clairement à part. Alors même si les habitants savent que Guy Desnoyers est un tombeur et que aucune femme ne résiste à son charme, qu'elle soit mariée ou adolescente, je suis vraiment désolée, hein, c'est horrible de présenter les choses comme ça. Sachez que là, bien sûr, je recadre comment c'était perçu à l'époque. Hein. Et bah personne n'ose dénoncer le prêtre. C'était les femmes mariées, c'était les gamines, c'était vraiment un tombeur, on peut le dire. Aller prévenir les autorités religieuses. Les gens du village allaient trouver l'évêque à Nancy, mais accuser un prêtre sans preuve. Il se passe donc tout ce que je vous ai déjà raconté avec Michel Léonard, la première jeune fille à tomber enceinte et qui va être contrainte d'abandonner son enfant, puis avec Régine Faïs, et je vais pas revenir dessus, hein, je vous ai déjà tout raconté en début de vidéo. Alors évidemment, après l'arrestation de Desnoyers, un nouveau curé est finalement nommé à Uruf. Je frappe, et puis je suis votre nouveau curé, j'étais en soutane bien sûr, je viens vous dire bonjour, et il me dit, c'est un ancien gendarme, si c'est pour faire comme l'autre, vous pouvez déguerpir. Ça va être assez long, mais il réussit finalement à gagner la confiance des paroissiens encore meurtris par la tragédie, et il recueille les confidences qui vont révéler d'autres faits choquants concernant l'ancien curé d'Uruf. En fait, ces choses-là, elles vont être révélées au grand jour après l'arrestation, quand les langues vont commencer à se délier. Premièrement, on apprend que Guy Desnoyers aurait aussi attouché la petite sœur de Régine, qui n'avait que 13 ans. Il l'a lui-même reconnue plus tard. Est-ce vrai, Desnoyers? Oui. Combien de fois? Plusieurs. Mais encore, une vingtaine. Et ensuite, toujours plus loin dans l'horreur, de nombreuses personnes accusent l'ancien curé d'inceste et d'avoir mis sa sœur enceinte à 2 reprises. En effet, la sœur de Guy était handicapée, hein, rappelez-vous, et donc très vulnérable. Tiens donc. Elle a eu 2 enfants hors mariage que lui-même a fait adopter à des villageois d'Uruf. Et déjà à ce moment-là, tout le monde soupçonnait le curé d'être le géniteur des 2 enfants. J'apprends qu'elle avait eu 2 enfants, sa sœur, donc hors mariage bien sûr. Et que ces enfants, il les avait fait adopter par 2 familles d'Uruf. Tout le monde se posait la question, de quel homme sont ces enfants? Je n'insiste pas
Mais moi, mon opinion était faite. Alors sur ce point, je tiens quand même à dire qu'on n'est pas sûr. Il l'a pas reconnu, contrairement à d'autres choses qu'il a avouées. Et encore une fois, je me dis que peut-être les choses ont été déformées ou amplifiées. Je peux pas affirmer que c'est vraiment arrivé. D'un autre côté, c'était visiblement des rumeurs persistantes et étant donné le personnage, ce serait pas complètement étonnant. Bref, c'est une information à prendre avec des pincettes, je préfère qu'on soit clair là-dessus. Le procès de Guy Desnoyers s'ouvre le 24 janvier 1958, soit un peu plus d'1 an après le crime. Devant le tribunal de Nancy, une foule en colère attend d'apercevoir l'accusé. Guy Desnoyers, lui, a l'air faible, il est très amaigri, il a la tête baissée et il porte une tenue un peu étrange. Chemise blanche, sans cravate, à col ouvert, largement échancré, petit veston noir, droit, étriqué qu'on aurait dit jeter à la hâte sur ses épaules. Au lieu de chaussures, il portait des sandalettes à lanières, des sandalettes de plein été. Tout cela avait un sens. C'était une parodie, une caricature de costume civil. Le curé d'Uruf était tellement prêtre et si peu civil, si apparemment maladroit dans les choix de ses vêtements, qu'il semblait s'être trompé de saison. Au procès, il s'est présenté avec un crucifix dans les mains. Une mise en scène, bon, il est allé encore le maître de la situation. Depuis le box des accusés, il ne montre aucune émotion. Dans les notes faites par son avocat, on apprend d'ailleurs que le curé n'a jamais montré aucun remords et qu'il était même difficile de communiquer avec lui. Pauvre Guy Desnoyers, je vous plains, vous auquel je n'ai jamais pu tirer une larme, parce que Dieu vous a donné l'activité du corps, mais vous a refusé les richesses du sentiment. Devant le juge d'instruction, parmi beaucoup de non-réponses, il déclare « Je pouvais tout me permettre avec mon habit ». D'après ce que j'en ai compris, le procès a été assez étouffé dans le sens où beaucoup trop d'instances et d'autorités exerçaient des pressions. Il a fallu éviter de chercher à comprendre en profondeur les raisons du passage à l'acte de Guy Desnoyers, car les éléments apportés auraient pu entacher bien d'autres personnes au-dessus de lui, si ce n'est l'Église elle-même. Aussi, seulement 10 personnes en tout ont été appelées à témoigner, 2 gendarmes, un commissaire de police, un médecin légiste, le maire d'Uruf, 3 psychiatres, la mère de Régine Faïs et Michel Léonard. Le procès tourne principalement autour des faits bruts, le double meurtre, sans trop aller creuser du côté de la psychologie de Desnoyers, ni du contexte religieux autour de lui. Les psychiatres se contentent, eux, du minimum, ils déclarent tous Desnoyers responsables de ces actes. Avec leurs termes de l'époque, voici ce qu'ils en disent. Il n'y a ni épilepsie, ni amnésie après le crime, ni sadisme, ni lutte intense, ni épisode confusionnel. Guy Desnoyers va s'acharner sur les cadavres, mais il ne perd pas sa lucidité. C'est un criminel conscient et réfléchi. Cet homme n'est pas un aliéné. L'un des psychiatres tente quand même d'aller plus loin dans son analyse et il propose même Desnoyers s'est montré au début très réticent, mais nous l'avons interrogé avec patience, et finalement il a consenti à nous faire des révélations très précises et très éclairantes sur sa vie sexuelle proprement dite. Si quelqu'un désire me poser des questions, je répondrai très volontiers, puisque nous sommes à huis clos. Ce à quoi personne dans le tribunal n'a réagi. Donc vous voyez, l'envie de comprendre a complètement été étouffée par la loi du silence. Il n'aurait surtout pas fallu qu'on commence à évoquer trop en détail les pulsions sexuelles du curé, et surtout la responsabilité de la hiérarchie catholique qui savait mais n'a rien fait, ainsi que le fonctionnement même de l'église. Viennent ensuite les témoignages des 2 victimes, Michel Léonard et la mère de Régine Faïs. Elles racontent chacune à leur façon comment le curé a gagné leur confiance, comment il s'est infiltré dans leur quotidien. Le curé tente maladroitement de s'excuser. À Michel, il répond « Je vous demande pardon, Michel, du mal que je vous ai fait. Depuis 14 mois que je suis en prison, j'ai essayé de comprendre, mais je ne comprends pas, je ne suis plus le même homme. » Quant à la mère de Régine, il lui a déclaré des impressions assez similaires. « Je reconnais les faits, mais les causes, je ne peux pas les expliquer. Je vous demande pardon. » Viennent enfin les effroyables conclusions du médecin légiste. Devant la cour, il révèle que le bébé, la petite fille de Régine, pesait 3 kilos au moment des faits. Elle n'était pas morte lorsque Desnoyers l'a mutilée avec une lame, de même que Régine respirait encore lorsqu'il l'a éventrée.
Desnoyers invoque l'amnésie afin d'éviter de parler de la préméditation de cet acte horrible. Le procureur général, de son côté, est intraitable. Il demande la peine de mort. Le curé prend la parole et s'adresse à la cour. « Les causes qui m'ont fait agir me dépassent. Je demande pardon à Dieu, à tous ceux que j'ai blessés, à la société et à l'Église qui, par ma faute, vit des heures tragiques. Je réparerai. Je suis prêtre, je reste prêtre, je réparerai en prêtre. Je m'abandonne à Dieu et à vous, messieurs les jurés qui le représentez aujourd'hui. » Et son avocat, Robert Gass, tente lui aussi le tout pour le tout. Dieu des croyants, descendez dans la conscience de la cour, dans l'âme des jurés. Dites-leur qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la vie, parce que la vie vous appartient, à vous seuls. Et l'issue de ce procès, qui a été très rapide, est franchement, à l'époque, très incertaine. Desnoyers va-t-il être condamné à la peine de mort ? D'un côté, vu ses crimes, ça semble plus que probable, mais d'un autre, la France de la fin des années 50 osera-t-elle condamner un homme d'église à mort ? C'est très, très délicat. Au final, après des délibérations plutôt rapides, Guy Desnoyers est reconnu coupable pour tous les chefs d'accusation, l'infanticide, le double meurtre, la préméditation, mais pour cause de circonstances atténuantes qui n'ont pas été précisées, le curé échappe à la peine de mort et il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. L'histoire aurait presque pu s'arrêter là, mais en réalité, Guy Desnoyers a été libéré le 5 août 1978, après 22 ans passés en détention. À ce moment-là, il était le plus ancien détenu de France. Il a terminé sa vie dans un monastère à Ploirnel, dans le Morbihan. Il n'a jamais spécialement refait parler de lui et est décédé le 21 avril 2010 à l'âge de 90 ans. Alors bien sûr, cette histoire a soulevé beaucoup d'indignation en France parce qu'on voit déjà qu'il y a probablement une différence de traitement judiciaire entre Guy Desnoyers et un homme lambda qui aurait commis le même crime que lui. Avant de terminer, j'aimerais parler d'une façon plus générale de l'impact de cette affaire et surtout des questions qu'elle a provoquées. Je pense que vous l'avez compris, étant donné la gravité des faits, l'affaire Guy Desnoyers est encore aujourd'hui considérée comme un épisode marquant dans l'histoire des scandales religieux en France. Sans le vouloir, ou peut-être même justement parce qu'il tentait de protéger l'honneur de l'Église tout entière, Guy Desnoyers a totalement exposé des grosses défaillances dans le système de l'Église catholique française des années 50, son influence sur la population, on peut carrément même parler d'emprise de la part de certains prêtres sur leurs fidèles, la loi du silence et beaucoup d'ingérence en interne. Alors sans entrer dans tous les détails, je pense que l'un des points qui a le plus été montré du doigt, c'est le célibat forcé des prêtres. Vous l'avez bien compris, Guy Desnoyers, on l'a poussé à entrer dans les ordres, mais c'était pas son choix de prédilection. Est-ce que s'il avait pu se marier et donc avoir des relations intimes avec une femme, il n'aurait pas agressé sexuellement toutes ces femmes ? Franchement, la question se pose. Et je me disais quand même, c'est un prêtre qui fait bien son ministère, qui aurait pu faire un mari merveilleux, père de famille, parce que ce qui est en cause, c'est le verrou du célibat. Mais alors, qui bloque, même encore aujourd'hui, puisque les prêtres n'ont toujours pas le droit de se marier, qui bloque cette possibilité ? je crois que c'est un verrou de Rome, puisque même au Concile Vatican II, c'était un tabou. On n'en a pas parlé au Concile. Le pape avait réservé cette affaire. Donc, il faut qu'on en parle. Alors, il faut peut-être attendre qu'il n'y ait plus beaucoup de prêtres en France pour qu'on dise on peut pas continuer comme ça. D'un côté, on pourrait se dire, de prime abord, que s'il avait eu une compagne, il aurait pas été frustré et donc il aurait pas violé à chaque fois que l'envie le prenait. Mais d'un autre côté, peut-être que ce qui l'excitait, c'était la domination. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est quand même intéressant de noter que le profil de ces victimes, c'était toujours des femmes en position de vulnérabilité, qu'elles soient mineures, handicapées, en pleine détresse psychologique, etc. Donc malheureusement, c'est un petit peu difficile de se prononcer sur cette question parce que malheureusement, personne n'a vraiment cherché à creuser ces questions-là. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu au moment de son procès. Je suis sûre que le psychiatre qui voulait apporter des éléments à ce sujet avait plein de choses intéressantes à dire, mais bon, tout le monde a préféré regarder ailleurs. Parce que dans tous les cas, ça n'allait pas donner une bonne image de l'Église. C'est une affaire qui met aussi en cause la hiérarchie ecclésiastique parce que le passé de ce prêtre était
probablement connu. D'ailleurs, il y a une dernière anecdote que je trouve très parlante concernant la tombe de Régine Faïs et de son enfant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une plaque avait été mise dessus sur laquelle on pouvait lire « Ici repose Faïs Régine, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse à l'âge de 19 ans ». Eh bien, sachez que l'évêché n'a pas arrêté de faire pression sur la famille pour que cette inscription soit retirée, ce contre quoi les Faïs ont tenu bon. Mais après le décès du père de Régine, la plaque a été brisée à 2 reprises pour supprimer cette mention. La famille l'a refaite à chaque fois derrière, jusqu'à finalement laisser tomber. Donc désormais, sur la tombe de Régine et de Marilyn, il n'y a plus que les noms des défuntes et plus aucune mention de ce qui est arrivé. On n'a jamais su officiellement qui avait vandalisé la tombe, mais visiblement c'était quelqu'un qui ne voulait plus que l'image de l'église soit associée à ce double meurtre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de très gros bisous. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Give up now, because I've nearly broken out from this nightmare I've been living in. Will you whisper in my ear those 3 words I long to